Alors, euh, sur le thème justement espace réel, ligne imaginaire, j'ai décidé dans la présentation de prendre le contre-pied et de parler d'espace imaginaire et de lignes réelles hein, en utilisant donc, ce qui est ma spécialité de géographe et de géographe urbain, qui est d'approcher la ville à travers la question des risques et de montrer qu'effectivement le risque produit des espaces, on va dire, imaginaires, hein, je vais vous dire pourquoi, et que ces espaces imaginaires produisent des lignes réelles, opératoires, à partir donc des terrains sur lesquels j'ai travaillé, qui sont Quito et Lima. Donc, comparaison entre les deux métropoles nationales, et effectivement dans la période, on va dire, contemporaine, puisque c'est lié à des terrains qui, on va dire, vont de la fin des années 90 à maintenant. Alors, je voulais revenir, puisqu'on est dans un échange interdisciplinaire sur l'espace, hein, l'espace comme objet, et de revenir sur... alors, l'espace, a priori, serait l'objet privilégié des géographes. J'ai repris une définition, mais il y en a beaucoup d'autres, mais celle d'Yves Lacoste, parce que je fais référence souvent à la géopolitique, mais qui parle de la géographie comme d'un savoir penser l'espace. Et en même temps, cet espace est finalement la notion même d'espace relativement impensée chez les géographes. On prend l'espace comme un postulat, un a priori, et puis on va parler d'espace, de territoire, de ligne, etc., mais sans forcément que cet espace soit discuté. Or, pour ce qui nous concerne, cet espace peut renvoyer à différentes dimensions. Et quand on parle d'espace et de ligne, on peut penser à une géométrie, justement, à des structures où on va établir des distances, des formes géométriques. Et c'est ce que fait une des sous-catégories de la géographie, qui est l'analyse spatiale. C'est ce que l'on va retrouver notamment d'ailleurs en cartographie par exemple, avec les lignes imaginaires, le kerouayage que l'on a sur les cartes, la mesure des distances, voilà. Et cet espace, c'est aussi souvent dans l'esprit de beaucoup une vision matérielle, visible, directement visible des choses, physique, qui renvoie à la géographie physique, à la topographie par exemple, mais on travaille beaucoup sur des dimensions qui sont aussi immatérielles et idéales. Alors je le rappelais un peu en propos général parce que souvent en histoire, les historiens ont utilisé la géographie un peu à cette fin. Braudel disait c'est la permanence, hein, c'est les éléments permanents que vont aborder les géographes, mais ça ne renvoie là finalement qu'à quelque chose qui est relativement extérieur à la société et qui est le support physique, on va dire, du territoire. Donc je voulais rappeler quand même que effectivement les espaces ce sont des étendues sur lesquelles les humains construisent un territoire, c'est-à-dire qu'il y a véritablement à la fois un support matériel, mais un ensemble de représentations qui vont construire cette territorialité. Alors, donc, mon objectif ici, c'est d'interroger cette dimension donc, plutôt idéale de l'espace pour montrer comment elle produit des lignes opératoires à travers le risque. C'est-à-dire finalement comment le risque, qui est, je vais vous dire, plus une représentation, va servir à créer des catégories de territoires et donc des catégories de population aussi, ce qui fait le lien avec ce que l'exposé de Kial. Je rappelle juste très rapidement que j'ai travaillé la question des risques à travers des programmes de recherche en Équateur et au Pérou et avec des institutions officielles, enfin municipales en particulier, en Équateur et nationales au Pérou et avec l'IRD. Voilà, donc rapidement, et pour dire que c'était aussi en interdisciplinarité. Alors, pourquoi le risque ? Je suis parti en fait de cette phrase qui m'a toujours guidé, qui était celle du directeur de la planification
de la municipalité de Quito, donc à la fin des années 90, qui disait que lui, quand il devait gérer le risque, il devait agir pour que quelque chose qui n'a pas lieu, c'est-à-dire la catastrophe, et qui n'a pas eu lieu, n'ait effectivement pas lieu. Donc on est complètement dans l'abstrait, et de fait, on le modélise, le risque, les sciences de la Terre, le chiffre et tout, mais c'est avant tout une représentation de la catastrophe, une représentation de ce que l'on peut perdre, et donc ça n'a pas eu lieu, c'est donc abstrait. Donc le risque, c'est bien une réalité, mais elle est abstraite. C'est une abstraction, et j'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça veut dire que, comme il y a des confrontations de représentation, il y a différentes manières d'aborder le risque, et donc il y a différentes manières de spatialiser ce risque. Et pour vous montrer qu'effectivement le risque peut servir à territorialiser. Donc pour ça j'avais forgé la notion d'espace à risque, le versant on va dire spatial de cette réalité abstraite. Donc je rappelais très rapidement que le risque est une possibilité que des personnes et des biens qui sont exposés à des phénomènes, alors là en ce qui me concernait des phénomènes naturels, que j'appelle des phénomènes de rupture disruptifs, un séisme, une éruption volcanique, comme il y a pu avoir au-dessus de Quito par exemple, soient affectés. Donc spatialement, on va avoir une réalité abstraite, une forme de projection sur un espace social, celui des personnes et des biens qui lui est bien, enfin, existe bien, un territoire avec sa population et ses enjeux, qui est affecté par un phénomène qui est potentiel puisqu'il n'a pas encore eu lieu. Donc là aussi, on va faire appel peut-être à des modélisations, mais il y a des représentations de ces phénomènes naturels par les populations. Et pour vous dire, à Quito, je ne vais pas le développer plus que ça ici, mais à Quito, on est dans la représentation à la fois des acteurs et de la population. On est persuadé que les coulées boueuses sont d'origine anthropique alors qu'elles sont d'origine purement naturelle, c'est-à-dire qu'on estime que ce sont les populations qui sont installées sur les versants qui produisent des coulées boueuses alors qu'en fait elles sont vraiment naturelles. Et puis un espace des vulnérabilités, c'est la propension finalement à ces biens et ces personnes d'être affectés, d'être altérés. Voilà, c'est toutes les fragilités que peuvent avoir les personnes et les biens sur cet espace. Et ça, c'est ce qui constitue l'espace à risque. Donc les pays andins que nous abordons aujourd'hui sont considérés comme des terres de risque du point de vue des aléas naturels, de ces phénomènes naturels. Et pour cette raison-là, c'est une région voilà, qui m'a particulièrement intéressé parce que c'est une région laboratoire de cette gestion des risques. Non seulement on parlait tout à l'heure et ce matin de communauté épistémique, parce qu'on a beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui sont devenus des experts en la matière, notamment beaucoup en Colombie, mais dans les autres pays andins également, et qui ont créé une véritable école de pensée sur les risques et la gestion des risques, notamment à travers la RED, alors qui est en lien aussi avec des scientifiques d'Amérique du Nord qui ont développé ces approches-là, qui ont posé notamment que les risques ne sont pas naturels, les catastrophes ne sont pas naturelles. Et donc vous avez là un savoir sur les risques qui s'est développé vraiment de manière très particulière dans cette région-là. Donc ça me semblait important de le signaler pour situer donc les deux villes que j'étudie dans ce contexte à la fois scientifique et puis physique, régional. Alors, la configuration de Quito et de Lima est propice effectivement à étudier ces aléas naturels et les risques qui sont liés à ces aléas naturels, puisque je ne vais pas trop développer, mais je pense que vous connaissez assez bien la configuration des deux villes. On a Quito qui est au pied d'un massif volcanique, sur un gradin tectonique. Donc voilà, on est dans une région qui est sujette à des séismes, à des éruptions volcaniques, et plus particulièrement dans la ville, à un ensemble de phénomènes morphoclimatiques, des coulées boueuses, des laves torrentielles, etc. Et quant à Lima, connaît aussi, d'ailleurs, peut-être on le sait moins, mais ce qu'on appelle des huaicos, qui sont aussi des laves torrentielles, en fait, à partir des versants,
et qui est soumis à un aléa sismique majeur. Voilà. Donc ça pour dire, voilà, on a effectivement des menaces qui sont absolument réelles, on est bien d'accord, il ne s'agit pas de remettre en cause, encore une fois, la réalité d'un risque, mais de montrer la difficulté qu'il y a à le cerner spatialement et de voir comment on le spatialise. Alors, par rapport à ce risque, appréhender les espaces où il y a du risque se fait, puisque c'est une réalité abstraite, à mon avis, par des représentations. C'est cette approche que j'ai. Et donc à travers un ensemble de cartographies mentales ou de cartographies de la représentation, des représentations sociales à partir de différents matériaux. Là non plus, je ne développe pas, mais je vous en donne quelques exemples. Et à Quito, ce qui s'imposait, c'est que les versants, mais pas n'importe quel versant, les versants occidentaux de la ville, et prioritairement à l'origine les versants nord-occidentaux, au début quand j'y travaillais, mais on va dire globalement les versants occidentaux, sont considérés comme des espaces à risque majeur à travers les différentes enquêtes, perceptions et représentations. Il en va de même, alors un peu différemment, vu que la configuration est différente, mais de Lima. Alors je voulais préciser, à Quito, ces versants sont représentés à risque et en même temps on a des quartiers qui peuvent être différents sur ces versants. Si je prends que les versants nord-occidentaux, donc qui a priori du fait du risque ne devraient pas être occupés, on a certes les assentamientos humanos, donc ces quartiers autoconstruits, là j'en ai indiqué quelques-uns comme Cochabamba ou Atucucho, qui est connu et très visible de loin. Mais on va aussi trouver quand même des quartiers de classe moyenne et moyenne supérieure, comme El Bosque par exemple, Colinas del Pichincha. On retrouve un peu ce même paradoxe à Lima, où là aussi un ensemble de... Donc vous avez plein de petites cartes, là en fait c'était... J'avais fait faire des cartes à des étudiants d'un master de géographie, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient repris leurs études et faisaient un master, et je leur avais demandé à chacun d'eux de faire une cartographie des secteurs qui seraient les plus affectés et les plus difficiles à secourir. Et les versants faisaient partie, là aussi, d'un espace qui était particulièrement marqué, stigmatisé, je dirais maintenant, par cette idée de risque. Et j'avais trouvé cette caricature de Juan Acevedo, que vous connaissez, enfin vous connaissez peut-être l'auteur, mais dans un ouvrage qu'il avait écrit avec des dessins de la Ciudad de los Reyes, où dans cette caricature, là il inverse, on a les pauvres qui sont en contrebas, et il dit dans la bulle, ça doit être des gens très misérables, donc en montrant la population de la Molina, en fait, puisque c'est de ça qu'il s'agit, qui est plutôt sur des versants en disant ça doit être des gens très misérables, debe ser gente muy miserable para vivir de esa manera, c'est-à-dire sur les versants. Voilà. Donc là, c'est en contrepoint, mais pour dire qu'effectivement, les versants apparaissent comme ça, a priori, dans les représentations, comme des espaces à risque. Mais là aussi, quels versants sont représentés comme à risque? Là, j'ai confronté deux images de Lima. El Pino, des collines centrales à Lima, qui ont supporté las primeras barriadas, invasiones, entre comillas, comme on dit là-bas, et las Cuacherinas sur les versants de Surco, qui sont également sur ces versants, qui sont aussi construits, alors qu'on dit qu'il ne faudrait pas construire sur ces versants. Donc en fait, ce n'est pas les versants en soi, et ce n'est pas cette matérialité topographique commune, certes, qui fait vraiment l'espace à risque, c'est plutôt l'idée de marge et de confins qui l'a fait, puisqu'on a sur ces différents versants, sur ces versants, différentes dimensions sociales et politiques. Ce sont ceux qui sont désignés comme étant à risque, ce sont plutôt les espaces de relégation, qui sont... donc j'utilise ce terme et ce terme de marge qui renvoie quand même à des rapports de domination, et des logiques de confins, c'est-à-dire des espaces qu'il est difficile de définir parce qu'on est entre
de l'urbain et du rural. On est dans des quartiers qui ne sont pas forcément définis légalement puisqu'ils sont autoconstruits et donc voilà, qui ne sont pas forcément d'ailleurs au départ délimités, cartographiés. Ça peut faire partie de zones blanches de la cartographie justement, ils ne sont pas délimités. Donc des espaces incertains qui sont transitoires, encore une fois, entre deux domaines, entre la ville et la non-ville, partagés entre des champs de force distincts, puisqu'on a du formel et de l'informel, c'est-à-dire la présence de l'autorité publique, mais aussi d'acteurs locaux de l'informel, et donc, je dirais, des espaces de l'arrangement, de l'informalité politique, pour renvoyer à une notion que j'ai travaillée aussi dans un programme de recherche. Alors, comment cette spatialité, vous voyez, qui peut être variable en fonction du point de vue, se traduit en politique publique. À Quito, ça a donné lieu à tout un programme de traitement des versants de Quito en plusieurs étapes qui se sont échelonnées depuis les années 99-2000 jusqu'aux années 2012-13 à peu près, où vous avez un traitement particulier de ces espaces où vous avez des quartiers autoconstruits par différents moyens, mais vous allez voir, ça, donc des ouvrages d'art, c'était d'ailleurs la première étape, mais aussi la dernière vers le sud, donc des ouvrages d'art hydrauliques qui permettent de marquer l'espace, de le délimiter, mais en indiquant aussi les endroits à partir desquels il ne faut plus construire, c'est-à-dire là où il y a du danger et là où il n'y en a pas. Alors là, par exemple, c'est un élément, un panneau qui marque l'espace où on dit peligro, zona de deslave. Mais enfin, vous voyez, vous êtes sur des pentes. Donc si vous avez la coulée boueuse, elle va du haut en bas. Donc c'est pas un moment où tout d'un coup ça va s'arrêter et à partir de la limite urbaine, puisque ça marque la limite urbaine, ce risque-là, on va pas se retrouver entre du risque et du non-risque. Mais voilà, enfin on vous dit à partir d'ici, et pour bien que ça soit bien sûr, on vous met des bornes aux couleurs de Quito pour bien marquer cette limite urbaine. Au-delà, vous avez du risque, en dessous, vous n'en avez pas. Voilà. Et alors, petite anecdote, parce que la commande publique a fait phosphorer beaucoup de projets, vous aviez un bureau d'études d'architectes qui avait même élaboré un système de lumière pour que cette limite soit visible la nuit, de focus, voilà, pour bien montrer la limite de l'urbain et du non-urbain, en relation donc avec ce programme de lutte contre le risque, pour que ça soit visible la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que les occupations illégales de terrain se font souvent la nuit pour s'imposer ensuite comme un fait accompli quand on les découvre, d'autant qu'au bout de 24 heures ou 48 heures, ça va procéder par du point de vue juridique pour les déloger. Donc il vaut mieux le faire discrètement et de manière invisible, parce qu'au moment où ça devient visible, justement, c'est plus difficile d'enlever les populations qui viennent de s'installer. Donc l'idée de le faire la nuit, de le montrer la nuit, c'était de dire vous ne pouvez pas ne pas savoir que cette limite existe. Donc on la matérialise, on la rend visible et elle est vraiment opératoire. À Lima, on retrouve, alors j'ai pris un exemple qui me semblait tellement caricatural, c'est celui du district de La Molina que j'évoquais tout à l'heure, où ici la délimitation, alors qui est un peu plus large sur un zonage de récréation publique, que vous avez ici en rouge, voilà, sur ces versants-là, a aussi été considéré à risque et justifié comme tel pour réaliser un parc et faire une inconstructibilité. Mais du point de vue sismique, qui est le grand aléa qui est mis en avant à Lima, le zonage est complètement inverse, c'est-à-dire que la zone rouge, c'est celle qui est résidentielle. Bon. Donc ça pour vous montrer un tout petit peu le paradoxe dans lequel on est. Mais en fait, quand on fait une carte, on voit que La Molina et Surco, dont je vous parlais tout à l'heure, ici, qui sont des districts plutôt haut de gamme, sont voisins de districts qui sont issus des barriadas avec progressivement une occupation de ces versants et que, effectivement, cette limite ici, qui est indiquée, on va dire, pour des raisons environnementales au sens large, est une limite qui dit attention, on ne va pas construire au-delà. Mais il faut la rendre là aussi matérielle, visible,
Et donc, vous avez à Lima la construction d'un mur, enfin vous avez un mur, vous avez des miradors, etc., qui rendent bien visible cet espace dessiné au niveau des versants pour empêcher, vous voyez, d'un côté, on va avoir effectivement progressivement l'arrivée de cette population qui est autoconstruite sur les versants, et de l'autre côté, on essaie de maintenir le district sans ces quartiers-là. Donc, l'hypothèse que je fais, que je proposais ici dans la réflexion que nous avons sur espace et ligne, c'est de montrer que le risque sert à délimiter l'urbain du non-urbain, hein, donc en faire un élément de catégorisation de ce qui est urbain, de ce qui est citadin par rapport à ce qui n'est pas urbain. Et on a déjà dit dans plusieurs communications précédemment qu'il y a aussi ce rapport entre urbain et rural, voilà, avec tout ce que cela peut avoir comme connotation. Ces figures spatiales d'espace à risque, marge et confins, en disant qu'on a une logique qui est à la base, avec ses confins et ses marges, une logique qui est plutôt relative qu'absolue. Donc c'est pas qu'une géométrie, une géomorphologie qui apparaît comme extérieure à la société, hein, mais on a une construction spatiale qui est mouvante, qui n'est pas réductible à un espace donné, qui est lié à des représentations et qui est lié surtout à l'expression de rapports de pouvoir qui sont à l'œuvre dans la société. Voilà. Et de montrer donc combien le risque sert à justifier, au sens d'une argumentation par rapport à un intérêt qui serait général à un moment donné, et donc de faire des délimitations, d'en faire un critère de discrétisation, de discrimination. Pourquoi? Pour réduire l'incertitude qu'il y a dans ces espaces informels ou que l'on ne souhaite pas en particulier. Donc pour réduire cette incertitude, on utilise effectivement le risque pour territorialiser et pour fixer, là pour avoir une position au contraire qui serait absolue, qui serait positionnelle de l'espace. Voilà, très rapidement. Merci.